Alors, rebonjour à tous. On va maintenant plonger de façon plus profonde donc dans le rôle de la flexibilité et de la diversité dans la transformation du milieu de travail, qui est une thématique présentée par la Banque nationale. Afin de débuter ce carrousel inspirationnel pour tous ceux qui travaillent, donc pas mal tout le monde ici, j'invite notre modératrice, Madame Marie-Hélène Chèvrefils, qui est fondatrice et consultante principale d'Evo Conseil, à venir prendre la balle et l'idée ce carrousel. Alors, Marie-Hélène, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Camille. En fait, ça fait plus de 15 ans que j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs de PME dans la mise en place de solutions entièrement personnalisées, orientées résultats en gestion des ressources humaines, mobilisation, leadership et stratégie. Le changement est à nos portes. Et évidemment, qui dit changement dit également opportunité de mettre en place de nouvelles pratiques pour prendre part à la relance. Donc, qui dit transformation, dit notamment transformation des pratiques de gestion, de flexibilité et de diversité. Et c'est avec grand plaisir que j'animerai ce carrousel d'informations. Je vous explique comment se déroulera la prochaine heure avec vous aujourd'hui. En fait, à tour de rôle, je vais présenter vos prestigieux panélistes qui viendront ensuite présenter en fait les pratiques qu'ils utilisent au sein de leurs organisations pour faire face à notre futur. Et l'objectif sera de vous inspirer à mettre en place ces pratiques-là par la suite au sein de vos organisations. Alors, évidemment, je m'adresse à vous participants. Donc, tout au long de la rencontre, je vous invite à inscrire vos questions aux panélistes directement dans la section clavardage, ainsi que d'indiquer également, de répondre, aux différentes questions du sondage. Ils serviront là, aux mémoires de l'événement d'aujourd'hui. À nos panélistes, maintenant, vous aurez 10 minutes là, pour présenter votre observation de la réalité. Et évidemment, je me permettrai 30 secondes avant la fin, puisque le temps est serré, de vous demander de conclure. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Madame Mirka Boudreau, qui est présidente et directrice générale chez Intel Corp. Alors, fière ambassadrice nord-côtière évoluant dans le secteur primaire depuis maintenant 13 ans. Madame Boudreau, a fondé son entreprise il y a maintenant 3 ans. Et maintenant, elle a déjà la totalité des grands donneurs d'ordre locaux ainsi que des géants miniers de l'Amérique latine. Alors, femme très engagée, elle siège sur plusieurs CA où justement elle agit à titre de première femme, à titre d'administratrice, qui est une première dans son cas. Alors, Madame Boudreau, je vous donne la parole. Alors, bonjour tout le monde. On a un soutien PowerPoint qui va venir sous peu de l'équipe technique, j'imagine. Donc, d'où je viens, qui je suis. La majorité d'entre vous ne me connaissent pas. Les gens du regroupement, oui, mais les autres, pas tous. Et je vais vous expliquer également de quelle façon je me suis démarquée en tant que femme et en tant que sans expérience dans l'industrie minière. Je vais vous parler de la création d'Intel Corporation rapidement. Intel Corporation, c'est quoi? Corporation et le groupe Intel. Et comment, comme entreprise, on s'est adapté autant aux réalités régionales qu'aux réalités internationales. Donc, mon nom est Mirka Boudreau. Je suis native de la Côte-Nord, donc je suis vraiment 100% nord-côtière. Je viens d'un village de 300 habitants qui s'appelle Rivière-au-Tonnerre, que je suis persuadée que la majorité d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Mon père est pêcheur de crabes, donc typique nord-côtière. À l'âge de 16 ans, j'ai quitté la région pour aller vivre au Mexique où j'ai étudié et ensuite vivre aux Bahamas où j'ai travaillé. Donc, rapidement, j'ai eu un éveil au marché international. Et à l'âge de 23 ans, j'ai été embauchée dans une entreprise qui s'appelle Metal 7, au départ comme assistante aux ventes internationales et très rapidement, donc l'année d'ensuite, comme directrice des ventes d'Amérique latine,
où j'avais sous ma gouverne le Mexique, le Chili, le Brésil, le Pérou et le Venezuela. Donc, il faut comprendre que j'étais la première femme, j'avais aucune expérience, j'étais pas ingénieure, aucune formation technique, donc je partais avec 3 prises au bâton, évidemment. Comment j'ai fait en fait pour me dire rapidement compris que ça allait être un petit peu plus difficile. Moi, je l'explique en disant qu'au départ, c'est une épine dans le pied, étant donné qu'on a le côté technique est approuvé, le côté qu'est-ce qu'on fait dans cet univers-là aussi est approuvé. Mais rapidement, si on prend cette énergie-là, ça devient une force avec le temps. Fait que je pense que les 2 premières années, on a un petit peu plus de travail à faire. On doit être sans faille, on doit connaître nos sujets. On est beaucoup plus sous la loupe qu'un homme, c'est la réalité. Et de mon côté, j'ai pris part à toutes les installations physiques. Donc, chaque fois que je vendais un équipement dans mon ancienne vie, j'allais sur le terrain et je l'installais avec l'équipe technique, les ingénieurs et tout ça. Donc, ça m'a amené une crédibilité technique. Au niveau sans expérience, j'avais des trucs. Donc, quand j'allais au Mexique, par exemple, où tout le monde s'appelle Juan ou Pedro, j'écrivais sur les cartes d'affaires des caractéristiques physiques. Donc, Pedro a un pinch et un mono-sourcil. Donc, la fois d'après, dans l'avion, je lisais mes notes et j'étais capable vraiment de reconnaître les prénoms et j'avais créé une proximité avec ces gens-là. C'est important aussi pour moi bon, naturellement, on connaît les CEO des ArcelorMittal ou des Rio Tinto, mais c'était important pour moi de connaître les opérateurs, les journaliers, ceux qui opéraient vraiment l'équipement, qui sont en fait souvent ceux qui pèsent sur le piton pour émettre des commandes et le personnel qui fait la différence dans une vente. Je suis une personne qui pose les vraies questions aussi. Je suis une personne hyper transparente, donc parler de budget, si mon client avait un projet de 1 million, mais je voulais savoir vraiment le montant pour m'adapter à son budget et non faire des soumissions qui dépassaient le budget, qui faisaient en sorte que de toute façon, je n'aidais pas mon client et je ne vendais rien. Donc, poser les vraies questions dans l'industrie minière, c'est un peu tabou. C'est quelque chose que je faisais différemment. Et ne jamais minimiser une rencontre. Moi, j'ai des rencontres dans des aéroports sur le coin d'une table à prendre un café qui ont changé ma vie, tandis que j'ai eu des rencontres avec des CEO de grandes organisations qui n'ont rien changé du tout. Donc ça, je misais beaucoup là-dessus. Et après 10 ans dans l'industrie, j'ai ouvert Intel Corporation. Donc, j'avais déjà un réseau de contacts établi dans la totalité des usines de boltage de minerais de fer de l'Amérique latine. Intel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, INT pour international, L pour le clin d'œil à la femme. C'était vraiment important pour moi de faire un clin d'œil à la femme dans mon image de marque. Et Intel pour intelligence de service de produits de marché, dépendant à qui on s'adresse. Qu'est-ce qu'on fait chez Intel? Donc, au départ, ma clientèle me demandait de plus en plus de faire des clés en main, c'est-à-dire de prendre la totalité des services plutôt que de faire seulement un équipement. Donc, mon modèle d'affaires est vraiment basé sur des partenariats. On offre les services d'ingénierie, structure mécanique, de tout. La fabrication générale, les pièces d'usure est vraiment une de nos spécialités. L'impartition de la main-d'œuvre, donc on loue de la main-d'œuvre à l'industrie, et l'entrepreneur général. Donc, on est en mesure de prendre seulement une partie ou de faire la totalité d'un projet. De plus en plus, on veut intégrer à l'interne ces services. Par exemple, le service d'entrepreneur général est devenu une nouvelle filiale, Intel Construction. Donc, on est vraiment allé chercher notre licence d'entrepreneur général. On travaille maintenant avec notre partenaire qui était là au départ, mais dans une nouvelle entité. Et c'est la stratégie commerciale aussi au niveau de la fabrication. Donc, on est en processus d'acquisition d'entreprise à ce niveau-là. Un petit peu d'histoire. Donc, Intel a été créé en novembre 2017. Au départ, je voulais vraiment prendre des entreprises québécoises et les amener à l'étranger. Mon modèle d'affaires a rapidement changé, étant donné que j'ai eu l'appel de l'industrie ici. Ici, il y a des gros groupes, Rio Tinto, ArcelorMittal, le Minerais de Fer Québec aussi, qui est vraiment en évolution. Donc, c'était important pour moi de les écouter. Et on a ouvert, 6 mois après l'ouverture, une filiale vraiment nord-côtière. Dès les premiers mois d'opération, on est allé chercher 1 million de ventes US au Mexique, 1 million de ventes au Canada. Donc, l'industrie répondait très bien à nos services. Et l'objectif 2020 était de tripler ça. Madame la COVID nous a fait une petite jambette, mais l'année d'ensuite, donc en 2021, on va atteindre cet objectif-là, j'en doute pas. En février, on a fait la plus grosse installation d'Intel au Mexique. Donc, j'ai été personnellement 6 semaines sur le terrain chez ArcelorMittal Mexico avec un tech où on a vraiment aidé le client au niveau de l'amélioration et où on a installé également nos pièces. On avait un bon volume de pièces fabriquées pour eux. Donc, ça a été à date la plus grande installation. Et en mars, on a été frappé par la COVID comme tout le monde. Donc, il fallait s'adapter autant au niveau régional et surtout au niveau de la perte de la totalité du marché hors Canada qui était la moitié de notre chiffre d'affaires à l'époque.
De quelle façon on s'est adapté? En fait, avant, un gros problème qu'on a eu, moi, je passais environ 70% de ma vie dans un avion. J'étais à Montréal dans des réunions, à Québec, j'allais au Mexique à tous les mois, j'étais en développement également du Chili. Donc, le retrait des compagnies aériennes comme Air Canada nous a vraiment fait mal en région. De plus, on a l'enjeu que nous, on est une zone orange, donc nous, nos restaurants sont ouverts. Et aussitôt que j'allais à Montréal, je devais faire 7 jours, donc ça amenait une complexité assez importante. Et le prix du fer à la hausse était aussi une opportunité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ouvert Intel Construction et on est en ouverture actuellement d'un bureau Labrador. Au Labrador, étant donné qu'on sort de la zone, on doit vraiment avoir un bureau là pour faciliter et éviter ce 7 jours-là qui nous fait des délais importants dans nos opérations et avoir une ressource à temps plein au Labrador, donc local. La perte du volume à l'étranger, ça a vraiment fait un gros impact sur ma stratégie de développement. Donc, rapidement, bon, j'avais les possibilités de me déplacer, évidemment. C'est moi qui faisais les ventes, c'est moi qui faisais les suivis avec les clients. La rotation du personnel aussi chez Mittal, qui est environ 2 ans. Donc, là, il fallait vraiment que je réagisse rapidement pour pas perdre tous mes contacts et tous mes clients. Donc, on a ouvert un bureau au Mexique. On a maintenant 2 employés à temps plein. Donc, d'ailleurs, c'est le directeur de la maintenance du groupe Arcelor qui est maintenant mon associé dans Intel Mexico. Donc, on a un bureau à Colima et l'idée est de récupérer ces ventes-là en faisant des ventes nationales plutôt que des ventes internationales pour le client. Donc, ça facilite beaucoup. Et nous, entre la filiale canadienne et la filiale mexicaine, on a une transaction également. Donc, de ce côté-là, c'est fait. Donc, j'ai parlé très rapidement parce que je sais qu'on a seulement 10 minutes, mais je voulais vous montrer des photos du bureau à Mexico et c'est une primeur parce que ça sortira dans les médias la semaine prochaine. Donc, je vous le dis en primeur. Et l'idée d'avoir ouvert la filiale au Mexique est vraiment de refaire tous les services que fait Intel Corporation localement. Donc, participer à l'embauche de soudeurs locaux, de mécaniciens locaux, de l'équipe technique vraiment locale, comme on a ici, et également le principe du clé en main. Pour l'instant, au Mexique, ce qu'on fait, c'est vraiment au niveau des pièces d'usure, donc les produits à valeur ajoutée qui sont faciles de se démarquer, mais il manque l'option service qu'on fait ici. Donc, on est en train de s'adapter à ce niveau-là. Ça fait pas mal le tour. Je sais pas s'il me reste du temps ou... Oui, il vous reste quelques minutes. Allez-y. Donc, c'est ça. Nous, la façon qu'on s'est adapté également, bon, évidemment, le télétravail est une réalité de toutes les entreprises. Mais nous, on a adapté nos bureaux. Là, présentement, on est au bureau en effectif réduit. Donc, on est seulement 3. Étant donné qu'on descend à l'industrie minière, on a cet aspect-là de services essentiels. Donc, on essaie de limiter au maximum les gens au bureau, mais on a l'ouverture de pouvoir le faire quand même quand il y a des projets. Au niveau aussi des accès sur les sites miniers, c'est pas facile. La semaine dernière, j'avais des mesures à prendre chez un client et j'avais un spécialiste de l'extérieur. Donc, tout le processus de faire un test 14 jours avant, ensuite 48 heures avant, ensuite remplir un formulaire 12 heures avant. Donc, ça, c'est toutes des réalités qui viennent un peu complexifier la donne. Mais je pense que les entreprises qui investissent pendant cette période, qui ont le guts de prendre des risques, sont celles qui rapidement vont s'en sortir quand le tout va redevenir à la normale, ou plutôt quand on va travailler post-COVID. Donc, c'est notre stratégie, nous, au lieu de mettre un peu les freins, au contraire, on investit, on ouvre des nouvelles filiales, on va être un peu partout, on va avoir des antennes et avoir l'aspect local qui fait en sorte que, justement, on va éviter les déplacements puis qu'on va être capable de faire croître l'entreprise au travers des filiales locales. Mirka Boudreau, fort intéressant de voir comment vous avez pu vous adapter à la crise sanitaire, en prenant notamment des risques. C'est ce qu'on retient notamment de votre présentation. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions pour Mirka Boudreau, les inscrire là, dans la section clavardage. On aura l'occasion d'y revenir si le temps nous permet. Sinon, tout au long de la journée, vous aurez l'occasion d'échanger avec elle ou avec nos autres panélistes. Donc, prochain panéliste, passons maintenant à Dany Derry, vice-président Centre Conseil Expérience Employée de la Banque nationale. Alors, Monsieur Derry, avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire,
Donc, avec son équipe, est responsable, donc évidemment, de conseiller les employés, gestionnaires et retraités, en plus de gérer la technologie en gestion des ressources humaines et la gestion des risques pour l'ensemble du groupe Expérience Employée. Alors, Monsieur Derry, à vous la parole. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bien, merci de l'invitation. Et puis pour moi, c'est un retour parce que le regroupement, j'en ai fait partie. Là, je veux dire jeunesse, après me vieillir, je me sens pas vieux, mais j'ai été là dans les milieux des années 90 et aussi j'ai eu le privilège d'être président de la Jeune Chambre de commerce du Cœur du Québec à Trois-Rivières. Donc pour moi, c'est un retour aujourd'hui. Puis bienvenue à tous les gens que j'ai pu croiser du regroupement. Aujourd'hui, ben, je vais vous partager nos expériences que l'on a vécues durant la pandémie, puis faire des liens pour vous au niveau de vos réflexions dans les entreprises, qu'elles soient petites, que vous soyez consultant ou vous travaillez dans une grande entreprise. Je crois que il y a des bons enseignements. Et vous le voyez, le titre de la présentation, c'est la pandémie, le test ultime sur notre culture. On pense vraiment que la COVID a été un élément qui a testé vraiment nos valeurs et notre mission. Et ça, on l'a vécu toute la grande famille ensemble. Et pour ça, bien, j'aimerais quand même vous prendre une seconde pour vous dire, je reviens l'année dernière, on est au mois de février 2020. On voit que la tempête de la COVID approche. Nos bureaux vont commencer à vivre la situation. Puis, en fait, on prend trois décisions importantes. La première, c'est de former un groupe, parce qu'on a des groupes de cellules de crise dans l'organisation, mais on a quand même décidé de former un groupe particulier pour la COVID, composé de différentes équipes. Et ça a été un excellent mouvement qu'on a fait pour gérer la crise. On a aussi décidé de mettre des forums de communication en place live où les gens peuvent poser des questions. Et ça, c'est arrivé au mois de février. Et la première grosse décision qu'on a prise, c'est de demander aux gens qui revenaient de vacances, ça a l'air banal, là, mais de rester chez eux pour quelques jours. Et ça nous a sauvé plein de problèmes parce que vous vous souviendrez que les gens qui revenaient de vacances ramenaient la COVID avec eux et c'est de là que tout ça a un petit peu, on va dire, originé en fait. Et arrive le 12 mars. Le 12 mars, à ce moment-là, on doit bouger rapidement, comme toutes les entreprises. On a 400 succursales des opérations critiques. On a 5000 personnes qui doivent venir à tous les jours travailler quand même dans les bureaux. Et voilà. Donc, on me mentionne ici, oui, il faut que je rallume ma caméra. Oui, merci beaucoup. Pardonnez-moi, je m'étais pris mes notes que j'ai vues sur mon ordinateur, donc je vais regarder mes notes ici. Et 17 000 employés s'en vont à la maison. 17 000 employés. Heureusement, on avait des bons outils technologiques et on a pu déployer tout ça rapidement. Et ça s'est quand même bien passé. Les premières semaines, beaucoup d'ajustements. On a découvert un paquet de choses. Mais je voudrais vous donner un peu, quand on dit que ça a testé notre culture d'entreprise, ben, quelle est un peu la mission qu'on s'était donnée? Notre mission, je vous la lis ici, c'est avoir un impact positif en bâtissant des relations long terme avec nos clients, nos employés et la communauté. Ça s'articule autour de trois valeurs qui est l'agilité, la complicité et le pouvoir d'agir. Et c'est sur ça qu'on s'est attaché tout au long de la pandémie pour prendre des décisions. Et ça a été vraiment tout un test. Et je vous dirais que ce qui a guidé toutes nos décisions, c'est d'avoir un impact humain dans tout ce qu'on faisait, que ce soit auprès des employés puis auprès de nos clients. Évidemment, je vous dirais aussi que la transformation de notre entreprise, toutes les entreprises se transforment et ça nous a amené aussi à réfléchir beaucoup sur nos priorités. Et une des choses qui est arrivée assez rapidement, c'est qu'on a réalisé qu'il fallait vraiment focusser sur des choses et c'est ce qu'on a fait, on a priorisé. Et ça a eu de grands gains parce que vraiment tout le monde a mis l'épaule à la roue pour on a fait avancer des projets à vitesse grand V. Des choses qui, en fait, prenaient beaucoup de temps pour une grande entreprise sont devenues tout d'un coup beaucoup plus faciles à exécuter. Des projets de digitalisation, de numérisation de documents, des choses en fait, on s'empêtrait un peu dans un processus décisionnel, une hiérarchie qui était lourde. Et là, tout d'un coup, tout est devenu cristal clair, je dirais, puis on a dit, on exécute, on y va, au bénéfice des employés et des clients. Puis ça a été vraiment un moment de grâce, je vous dirais, sur lequel on tente de capitaliser encore aujourd'hui, presque une année après le début de la pandémie. Je tiens à vous dire aussi que pour la voie du futur du travail, c'est clair que le travail à distance, le travail à domicile a gagné ses galons. Pardonnez-moi l'expression, mais on retournera plus jamais en arrière.
Mais il faut comprendre qu'il y a différents types de travailleurs aussi. Il y a des gens qui doivent, les gens qui travaillent dans nos succursales, par exemple, doivent toujours se présenter en succursale, ils servent des clients. Et il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent dans les ventes. Donc, il y a plusieurs types de personnes. Mais définitivement que les gens vont pouvoir travailler beaucoup plus à la maison. On est en train d'ajuster toutes nos pratiques. On est d'ailleurs en train de bâtir un nouvel édifice au centre-ville de Montréal de 47 étages qui avance très bien. Mais on a des décisions. La pandémie est arrivée à un moment où on a pris beaucoup de recul par rapport à ce que l'on devait faire. Et c'est très enrichissant ce qu'on vit présentement. Ben voilà, ça c'est vraiment quelque chose duquel on a beaucoup, beaucoup appris. Euh, le, Merci beaucoup. On va y aller. Dans les ingrédients clés qui ont été marquants dans la gestion de la pandémie, je voudrais la proximité. Tout à l'heure, j'entendais M. Murray de Hydro-Québec dire que la hiérarchie, mais la pandémie a écrasé, a détruit la hiérarchie. Et vraiment, ça a été un moment très important parce que ça a permis à tout le monde de travailler en équipe sans tenir compte des titres, sans tenir compte de qui faisait quoi, des responsabilités. Ça a été très aidant. Et ça a permis vraiment je dirais, de dynamiter des silos ou des hiérarchies ou une prise de décision lourde. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, parfois, on veut revenir en arrière. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut capitaliser sur ce que l'on a appris dans les derniers mois pour garder cet acquis qui a été très, très riche. Deuxième chose, une communication authentique et régulière. Le mot authentique est important. On a mis en place, on utilise des outils comme le Yammer, qui est un espèce de Facebook où les gens nous posent toutes sortes de questions. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, si on m'avait dit qu'on ferait ce qu'on ferait présentement, les employés posent des questions, des fois, qui peuvent nous embêter. On n'a plus peur de ça. On n'est plus dans le moment où on a la langue de bois, où on a peur de réagir à des questions difficiles. Vraiment, on a pris beaucoup de maturité sur ça. Aussi, on a placé un forum live constant avec les employés ou notre président Louis Vachon, où moi je me suis retrouvé un peu là avec ça devant la caméra, répondre à des questions, puis à placer le jeu, à informer les employés de l'évolution de la pandémie, où on s'en va, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, quelles sont les mesures. On a du monde un peu partout au Canada, pas à l'étranger, ça représente quand même un défi, mais la communication a été un des éléments les plus appréciés. Et finalement, un soutien aux employés par des mesures qui sont bienveillantes, humaines. On a mis un paquet de choses en place. Je reviens sur la communication. Je pense que l'élément d'avoir un forum, une place où les gens peuvent communiquer, c'est fondamental. On a aussi fait d'autres mouvements. Donc, certains l'ont peut-être vu. On avait mis en place une prime quotidienne pour les gens qui devaient venir travailler à tous les jours. C'était nécessaire parce qu'il y avait des clients à servir. On a fait ça pendant un bout de temps. On a aussi placé tout de suite au début de la pandémie 5 jours de congé bien-être qui s'est ajouté au plan de vacances annuel. On a d'ailleurs réitéré ça pour 2021. Donc, 5 journées que les gens peuvent prendre en plus pour se déconnecter. Parlant de déconnexion, aussi quelque chose qu'on parlait, mais la pandémie nous a dit, écoute, il faut mettre en place des principes directeurs de déconnexion qu'on a lancés il y a de ça quelques mois pour que les gens puissent prendre du répit puis prendre du recul. On a découvert qu'on est connecté à nos écrans, connecté à nos ordinateurs beaucoup plus qu'avant, en fait. Ça, c'est vraiment un gros changement. Donc, il faut aussi penser que les employés ont besoin, on a tous besoin de prendre des congés et de se déconnecter. Une enveloppe bien-être aussi qui a permis aux gens d'acheter de l'équipement pour travailler de la maison et même des équipements sportifs. Donc, on n'a pas été juste dans l'équipement physique, ordinateur, tablette et tout ça, et équipement d'ergonomie, mais vraiment aussi du côté des autres éléments et même des frais de transport pour certains. Donc, une enveloppe généreuse qu'on a replacée cette année. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien ce qu'on a pu faire. Et une équipe COVID, on a une équipe qui est dédiée, qui prend les appels des gens qui ont soit qui vont se faire tester, qui ne savent pas où aller se faire tester. On a des cas de situation, parce qu'évidemment, des cas de COVID, il y en a partout et on en a. Comment on les gère? On veut éviter de transmettre aux clients. Donc, notre équipe gère tout ça. Les gens nous appellent. Les gestionnaires aussi, parfois, ont besoin d'être guidés. Donc, l'équipe COVID est là 7 jours par semaine. On avait placé ça au tout début et c'était une pratique gagnante. Et on fait avec cette équipe-là des retraits préventifs aussi quand on voit qu'il y a des situations qui pourraient amener une contamination sur les planchers. Parce qu'en fait, comme vous avez compris, on gère deux groupes. On gère un groupe de gens qui sont à la maison, à peu près 17 000, puis à peu près 5 000 personnes qui se déplacent un peu partout sur des sites pour servir la clientèle. Donc, c'est comme deux pôles à gérer de façon différente. J'aimerais vous dire en terminant, là, les leçons apprises. La première chose, c'est que de faire converger l'expérience des clients
l'expérience des employés puis de la communauté, c'est gagnant, vraiment gagnant. Puis on a profité de la pandémie pour se redéfinir sur plusieurs choses et ça nous a poussé dans un coin où on a dû prendre des décisions et changer. Donc, ça a accéléré notre transformation. Ça a été vraiment positif. Oui, c'est désagréable ce qui se passe présentement, mais la pandémie a vraiment amené beaucoup de bonnes choses. Puis, en terminant, je vous dirais que la menace et l'incertitude de la COVID, ça a été un accélérateur pour nous à la Banque nationale. Et pensez-y, est-ce que vous, vos valeurs, votre mission, vous la respectez? Est-ce que vous profitez de la pandémie pour vous redéfinir, pour vous transformer, réfléchir au futur du travail, penser à votre recrutement? Voilà, c'est vraiment un moment, je pense, clé où toutes les entreprises peuvent utiliser le moment présent pour se redéfinir, puis prendre du recul. Parce que c'est challengeant, mais en même temps, ça ouvre plein de portes. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Marie-Hélène, je te retourne l'appareil. Merci, Dani Derry. Encore une fois, très instructif. Plusieurs exemples fort pertinents là, de mesures pour faire face aux changements qui nous touchent tous. Je retiens notamment l'importance de la communication dans l'optique de mettre en place des mesures bienveillantes pour les employés. Alors, maintenant, accueillons Madame Chloé Frélon, fondatrice du RL. Alors, la mission de Chloé est de faire de Montréal une ville où l'écart entre les genres en technologie serait nul. Hein, vous l'avez probablement lu sur son blog ou encore sur les podcasts URL, signé le Manifeste des femmes en technologie ou encore entendu parler d'elle au moteur de recherche à Ici Première Radio-Canada. Alors, sans plus tarder, Madame Frélon, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais juste attendre que la présentation s'affiche. Ou alors elle s'affiche déjà, peut-être. Alors, je vais commencer. En septembre 2020, merci. On peut passer à la première vraie slide, s'il vous plaît. Merci. En septembre 2020, le programme des Nations Unies pour le développement annonçait que la plupart des nations dans le monde n'ont pas réussi à protéger les femmes des conséquences économiques qui sont arrivées avec la pandémie. Un rapport de McKinsey de novembre 2020 indiquait que les employés qui s'identifient de la communauté LGBTQ2S+, craignaient de façon disproportionnée les répercussions négatives qu'ils pouvaient subir sur leur lieu de travail. En Amérique du Nord, les personnes de couleur sont particulièrement préoccupées, encore plus depuis le début de la pandémie, par la santé et la sécurité au travail, ainsi que par l'évolution de leur carrière et l'équilibre des responsabilités auxquelles ils doivent faire face. Depuis des années, les défenseurs de l'équité, la diversité et l'inclusion, comme moi-même, réclamons plus de flexibilité dans les lieux de travail pour aider à l'avènement de ces trois valeurs-là. Et il semblerait donc, depuis le début de la pandémie, que nos vœux ont été exaucés, ce qui nous donne un peu de données, un peu de recul sur les conséquences que la pandémie et la flexibilité ont eues en équité, diversité et inclusion. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Oh, excusez-moi, la slide d'avant, s'il vous plaît. Donc, les bons côtés apportés par la pandémie. Alors, théoriquement, maintenant, on peut embaucher la planète entière pour devenir nos futurs employés. Ça nous a permis d'ouvrir nos offres de travail en fonction de l'endroit où se trouvaient les talents et pas en fonction et pas l'inverse. Donc, ça nous fait plus d'employés potentiels à embaucher. Le fameux pipeline, le réservoir de talent, est donc en théorie illimité. C'est donc plus possible aujourd'hui de dire la phrase « j'arrive pas à trouver de candidats pour tel ou tel job ». Une phrase qu'on entend souvent lorsque on essaye de mettre en place des processus d'équité, diversité et inclusion. Un autre avantage pro-diversité apporté par la pandémie, c'est que les employés en situation de handicap peuvent maintenant travailler depuis leur domicile aménagé au lieu d'avoir à se rendre à leur lieu de travail, et les employeurs, de la même façon, ne peuvent plus dire que les accommodements qui sont nécessaires pour les personnes en situation de handicap sont
trop compliqué ou trop cher. Là encore, c'est des choses qu'on peut entendre. Et un troisième exemple, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer un véhicule pour se rendre, ou les moyens de transport pour se rendre à leur travail. Soudainement, on a la capacité donc de travailler, parce que c'est aussi ça, l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est c'est rendre l'accès au travail de façon inclusive. On peut donc maintenant, en théorie, embaucher les meilleurs talents, mais il faut faire attention à offrir des chances égales à tout le monde. Et il y a plusieurs façons par lesquelles le travail à distance a créé ou a continué de perpétuer des iniquités. Tout d'abord, les femmes et les personnes de couleur sont déjà confrontées à des biais selon lesquels elles ne sont pas aussi compétentes ou compétents que leurs collègues blancs et masculins. Et l'isolement apporté par le travail à distance est venu renforcer ce côté-là, car maintenant, on doit tout le temps encore plus prouver la valeur. Comme par exemple, pour trouver des mentors, se faire proposer des projets à haut potentiel qui propulsent les carrières, ou tout simplement continuer à se voir et continuer à réseauter. Il y a une étude qui a été réalisée par Nick Bloom, qui est un économiste de Stanford, qui a étudié depuis des années le travail à distance et ses répercussions. En 2010, il a créé une expérience où il a partagé une entreprise entre des salariés qui ont travaillé à distance et ceux qui sont restés sur place au bureau. Et il s'est rendu compte que ceux qui ont travaillé à distance ont vu leur productivité augmenter de 13%. Mais ils ont également vu leur taux de promotion, donc de développement professionnel, diminuer de 50%. Donc, si tout le monde, à partir de maintenant, se retrouvait à rester à la maison, évidemment, ce ne serait pas un enjeu, mais c'est loin d'être la tendance que on voit se profiler, puisque plein d'entreprises parlent même de prolonger de façon indéfinie le travail hybride avec des personnes qui seraient à la maison et des personnes qui ne seraient pas à la maison. Et donc, de cette façon-là, on continuerait à perpétuer des iniquités pour les personnes qui resteraient à la maison. Je vous parlais tantôt du pool de talents virtuellement illimité auquel on peut avoir accès. C'est parce qu'on peut avoir accès à une main-d'œuvre que forcément notre culture et nos processus se retrouvent équitables, inclusifs et non biaisés. En fait, les biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, continuent de perdurer. Je vous donne un exemple. Les entretiens d'embauche maintenant se passent tous de façon virtuelle. Il reste que la couleur de peau, le genre, l'accent restent des facteurs de discrimination potentiels qui viendraient impacter notre façon d'évaluer ce qu'on considère être un bon candidat. On le parlait tantôt, on est tous en intimité des uns des autres, on rentre chez les personnes, on a tout d'un coup un degré de captation d'informations supérieure que si on se rendait dans un bureau pour une entrevue classique. Et là, le biais inconscient qui peut rentrer en ligne de compte, c'est celui de similarité. Donc, vous allez voir des cadres chez moi qui vous plaisent et tout d'un coup, vous allez m'apprécier une coche supérieure et quelqu'un qui aurait peut-être des bruits chez eux d'enfants ou un cadre de vie qui serait différent du vôtre, vous ferez déprécier cette personne-là. Attention à ça lorsque vous interviewez des personnes pour des emplois. Je vous recommande de faire particulièrement attention à ne pas arrêter vos progrès mis en place en équité, diversité et inclusion. Aux États-Unis, depuis le début de la pandémie, 27% des entreprises ont mis sur pause ou complètement supprimé leurs programmes en diversité et en inclusion. Ça prend un effort conscient pour contrecarrer l'impact négatif de la pandémie que je vous ai décrit tantôt. Et pour ça, il faut maintenir nos programmes en place. Et je vous encourage évidemment en déployant encore plus. Il y a quand même des beaux joueurs qui se sont démarqués cette année. On a vu des entreprises qui, pour la première fois, ont sorti des rapports diversité et inclusion, notamment Tesla, Netflix et Snap. Snap, c'est la compagnie derrière Snapchat. Ils ont donc rendu public leurs chiffres de représentativité et leurs initiatives mises en place pour le grand public.
On l'a dit tantôt, les cultures d'entreprises non inclusives auront un grand impact sur les consommateurs et consommatrices. Euh, certains veulent pas faire de la diversité et de l'inclusion un argument d'affaires, mais les personnes travaillant en marketing, les spécialistes de marketing que vous êtes, savez très bien que les valeurs d'une entreprise influencent la perception qu'on a d'elle-même et de notre capacité à acheter ou à ne pas acheter les produits et services. Parce qu'il s'agit de questions sociales, les consommateurs sont attentifs. Gardez ça en tête lorsque vous décidez de vous lancer dans une démarche d'inclusion et de diversité. La slide suivante, s'il vous plaît. Un terme que j'aimerais particulièrement que vous reteniez, que vous appreniez si vous ne le connaissez pas, c'est l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un cadre qui permet de comprendre comment les identités sociales, l'identité de genre, l'ethnicité, la religion, le genre, etc., se chevauchent et s'intercroisent à travers les systèmes de pouvoir qui avantagent certaines personnes et donc désavantagent d'autres personnes dans le milieu du travail. Par exemple, on sait que la pandémie a donc affecté les femmes de façon générale, mais sachez que toutes les femmes n'ont pas été affectées de la même façon. On sait que les femmes de couleur ont connu des taux plus élevés de perte d'emploi que les femmes blanches, par exemple. Il est donc important de comprendre profondément ces notions d'intersectionnalité, car c'est pas de la même façon que vous allez aborder les enjeux que vous rencontrerez auprès de vos employés, de votre culture d'entreprise. En conclusion, j'aimerais ça que vous gardiez en tête que lorsqu'on est dans cette période de reconstruction de nos économies et on voit nos commerces qui réouvrent, c'est une grande opportunité d'intégrer plus de diversité, d'équité et d'inclusion dans les milieux d'affaires. Et lorsque je dis ça, je ne parle pas seulement de faire la bonne chose socialement, humainement, mais il s'agit également d'aider des entreprises à survivre à la crise en faisant appel à donc ces nouveaux talents dont je vous parlais, tout en stimulant l'économie locale, ce qui se retrouve être bénéfique autant pour vos consommateurs, consommatrices que pour vos employés. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Chloé Frélon. Encore une fois, multiples exemples et d'études également qui nous confrontent à l'enjeu de diversité au sein de nos organisations. Alors, ce que je retiens, c'est l'importance d'adapter notre culture et nos processus afin que tous aient une chance égale. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente Mélanie Paul, présidente d'Inukshuk Synergie et coprésidente d'Aqua Nature. Alors, Mélanie Paul est impliquée au sein de l'entreprise familiale de sa communauté et Mélanie n'hésite pas à dire qu'elle est autochtone. C'est pour elle une fierté d'être membre d'une Première Nation puisque elle a réussi en affaires. Et elle aimerait démontrer l'importance de travailler en partenariat avec les Allochtones puisque c'est possible. Parce que être autochtone, au fond, ce n'est pas une contrainte, c'est une identité. Alors, je vous cède la parole, Mélanie Paul. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience avec vous. Aqua Nature, en fait, juste parler un petit peu de moi, une petite introduction, là. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans dans l'entreprise familiale. J'ai eu la chance de faire l'école d'entrepreneurship de Beauce en 2013-2015. Pour moi, ça a été vraiment une étape importante, je dirais, à travers laquelle j'ai pris conscience de l'importance que notre raison d'être personnelle soit en lien avec notre raison d'être d'entreprise aussi. Depuis ce temps-là, j'ai créé 2 entreprises, Inukshuk Synergie, qui est une entreprise dans le domaine de l'énergie renouvelable, dont le modèle est basé vraiment en lien avec faire des partenariats, créer des partenariats avec les communautés pour servir de levier de développement économique et social. Et aussi Aqua Nature, qui est une entreprise de la communauté ici également, que je vais vous présenter puis que je vais vous parler un peu plus aujourd'hui. J'avais pas le temps de parler des 2 entreprises, malheureusement. Mais c'est vraiment 2 belles entreprises porteuses de sens. Donc, pour moi, donner un sens à ce qu'on fait, c'est vraiment important aussi. Donc, Aqua Nature,
est une entreprise, Aquanature, premièrement, aqua est un mot Innu qui veut dire prendre soin avec attention. Donc, pour nous, Aquanature, c'est une entreprise qui priorise le bien-être autant de l'individu que de la terre-mère. C'est une combinaison entre la science et le savoir traditionnel des Premières Nations. Il y a plusieurs produits qui sont de plantes médicinales ou de produits boréaux qui viennent des forêts ou de la nature qui sont commercialisés sur les marchés. Mais il n'y avait pas vraiment d'entreprise des Premières Nations qui avait pris leur place actuellement. Donc, nous, on a décidé de prendre notre place dans ce créneau de marché-là. Donc, nos produits sont vraiment inspirés de la nature pour nous aider à prendre soin du corps et de l'esprit parce que l'approche holistique chez les Premières Nations est importante. Prendre soin de un et de l'autre, ça va ensemble. Donc, nos produits aussi, pour nous, c'est important que ce soit des produits écologiques qui sont 100% naturels, biologiques. Donc, c'est un peu la base sur quoi on a fondé Aquanature. Donc, Aquanature, notre plan de départ avant la pandémie, on a travaillé un plan d'affaires pendant 2 ans, financement, etc., qu'on a eu en mars dernier, à la même période que la pandémie a commencé. Donc, au départ, on devait vraiment développer le créneau de service à forfait parce qu'on a une partie des équipements qui sont déjà là, mais dans le financement qu'on a fait, on allait chercher un volet d'équipement complémentaire à ça aussi pour être le plus flexible puis répondre aux besoins des différents clients au niveau des extractions, transformations pour aller chercher différentes molécules dans la biomasse forestière, les plantes médicinales autochtones, biomasse agricole et petits fruits aussi. Donc, notre première année, deuxième année était supposée être basée principalement sur ce volet-là. Malheureusement, c'est sûr que ça a eu un impact pour nous au niveau de la commande des équipements, au niveau de tout ce que ça impliquait, au niveau de la construction aussi. Donc, on a dû revoir un peu par où on allait commencer, puis il a fallu se retourner assez rapidement. Dans le fond, je vais juste continuer, l'extraction de molécules puis d'ingrédients vrac venait aussi dans la première année, deuxième à troisième année. Puis on devait commencer des produits finis comme les tisanes, les huiles essentielles, les crèmes, tout ça, d'ici 3-5 ans. Donc, à partir de mai dernier, on a complètement reviré le plan d'affaires à l'envers. On a dit, bon, ben, ce qu'on était supposé de faire il y a 5 ans, on va regarder pour le faire à plus court terme. Je vous demanderai de changer la slide, s'il vous plaît. Donc, cette période de turbulence-là est arrivée pour tout le monde au Québec. Ça nous a vraiment demandé à l'interne de se repositionner puis de revoir, comme je viens de dire, notre plan d'affaires. Puis par où on allait commencer, puis comment on allait fonctionner aussi par rapport à l'embauche, les gens, tout ça. Fait que ça a été disons que autant personnellement que professionnellement, ça a été une période à travers laquelle a fallu prendre un peu de recul puis prendre de la hauteur parce que c'est sûr que quand il arrive une situation de stress comme ça, c'est difficile de voir clair où on s'en va, combien de temps ça va durer, comment le marché ou comment les gens vont réagir à tout ça. Fait que on a vraiment pris un temps d'arrêt. C'est sûr que on servirait de bord quand même assez rapidement. On a décidé, comme je disais tantôt, d'aller cueillir des plantes, tout ça. Vous allez voir la slide après, là, mais je vais finir sur celle-là. Je m'excuse, elle aurait dû être inversée. Mais durant tous ces mois-là d'été et d'automne, il est arrivé divers événements dans la société. On parlait de diversité culturelle, l'événement qui est arrivé avec Georges, avec Joyce, ça l'a soulevé beaucoup je dirais, d'intérêt à apprendre à connaître les gens des diversités culturelles, puis autant des Premières Nations, tout ça. J'ai été appelée aussi Ensemble Inc., qui est un mouvement qu'on a créé justement d'inclusion et d'intégration de la diversité dans les entreprises dans lequel j'ai été signataire d'une lettre ouverte là, avec différents entrepreneurs du Québec pour essayer de promouvoir ce mouvement-là. Tout ce qui est écologique, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est passé beaucoup de choses quand même en parallèle de cette pandémie-là.
Puis, un peu comme les panélistes disaient un peu plus tôt, à travers ça, ça a quand même amené certaines opportunités parce que pour chaque fin, il y a un nouveau départ. Puis le conjoint de Joyce le dit aussi, tu sais, c'est un événement malheureux qui est arrivé, mais si ça peut servir à amener une ouverture d'esprit puis à faire changer les choses, ben c'est sur ça qu'il faut qu'on focus. Donc, c'est un élément important. Justement, on peut changer. Donc, ce que je viens de dire, c'est effectivement pour Aqua, dans les nouvelles opportunités d'affaires qui se sont présentées dans la dernière année, il y a vraiment eu une augmentation des ventes de produits naturels dans le marché. Il y a eu également des ventes en ligne qui ont explosé. On parle d'une augmentation de près de 70% des achats qui se sont faits en ligne au cours de la dernière année. La diversité culturelle, le sentiment de solidarité, l'entraide qui a augmenté, etc. Les gens qui veulent acheter plus locaux, vivre des expériences à la maison, le côté écologique, comme on a dit tantôt. Donc, tout ça, c'est des opportunités qui étaient déjà une tendance, mais qui se sont vraiment accélérées au cours de la dernière année, au cours des derniers mois. Donc, on peut changer. Donc, de mon côté, en tant que leader, puis en tant que personne, j'ai vraiment pris avec mon équipe et avec les gens des périodes de calme, des périodes, ça nous a demandé de la résilience, ça nous a demandé de se reconnecter à soi. Autant c'était une période de stress pour l'entreprise, puis une période qui amenait plein d'inconnus. Autant que la pandémie nous a demandé aussi, nous permettait de prendre une certaine pause puis un certain recul parce qu'on n'avait pas tout ce brouhaha autour de nous autres qui nous étourdit en temps normal, on va dire. Donc, tout ça, ça m'a permis d'amener une réflexion dans l'entreprise. Vous ne voyez pas, mais derrière chez moi, j'ai les terres à mon grand-père qui sont là, puis je voyais tout le potentiel des plantes qui sont là à l'état sauvage, la forêt. Là, vous voyez mon garçon qui fait la cueillette sauvage de cèdre, ma fille qui va être un peu notre modèle pour la vente des produits, etc. Les roses sauvages qui sont présentes aussi dans notre communauté, etc. Fait que là, je dirais que tout ça, ce calme-là, cette résilience-là, puis c'était la reconnexion à soi puis à l'intuition, ça a augmenté vraiment mon esprit créatif qui était déjà quand même assez présent, mais tu sais, tout ça, ça a été positif d'une certaine manière aussi. On peut changer la... Donc, comme je disais tantôt, on a reviré à l'envers notre plan d'affaires. On a décidé de commencer vraiment par la production de produits finis qui demandaient, oui, certains équipements, certains investissements, mais beaucoup moins que si on allait tout de suite vers l'achat de gros équipements d'extraction. Donc, puis en plus, en tant que Première Nation, ça fait des millénaires qu'on utilise les plantes médicinales pour augmenter notre système immunitaire, pour soigner, que ce soit au niveau de la grippe pulmonaire, que ce soit au niveau des antioxydants, des plantes calmantes, etc. Donc, on se disait en temps de pandémie, tu sais, pourquoi on ne prendrait pas les plantes pour promouvoir justement notre savoir, promouvoir les bienfaits des différentes plantes. Donc, on a mis en ligne dernièrement différents types de tisanes qui ont des bienfaits complémentaires et en lien avec justement la santé naturelle. Donc, je vous invite à aller voir les produits. Puis, on va développer cette gamme de produits-là au cours de la prochaine année. On peut changer de slide aussi. L'autre chose qu'on a décidé de créer, c'est d'aller un peu plus loin au niveau de l'entreprise que je vais dire juste vendre des produits. Dans le fond, comme je disais tantôt, au niveau de la diversité culturelle, au niveau d'apprendre, on est deux nations qui cohabitent sur le même territoire, puis on a malheureusement pas souvent la chance de se côtoyer puis d'apprendre à se connaître un peu plus. Donc, on a dit pourquoi on n'utiliserait pas notre entreprise pour essayer de se rapprocher les uns des autres, puis sortir des produits qui vont
être, oui, bénéfiques pour la santé, mais qui vont aussi aider les gens du Québec à se rapprocher de notre culture, à se rapprocher de notre savoir au sens large, puis d'en apprendre un peu plus sur la spiritualité, sur les différents outils ou les différents objets significatifs qui composent nos traditions et notre culture. Donc, on a décidé de sortir non, on va revenir sur l'autre. Donc, ce que vous voyez là, c'est une boîte culturelle, une boîte découverte culturelle qui va sortir la semaine prochaine. On en a 3 différentes qui vont sortir au cours des prochaines semaines. Donc, vous avez un petit scoop aujourd'hui. Là, les campagnes vont partir plus dans les 2 prochaines semaines. Dans la boîte, vous allez avoir une de nos tisanes. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire un capteur de rêve, la légende du capteur de rêve, l'explication de la signification pour les Premières Nations. Il y a aussi un mélange de plantes de rituels autochtones pour faire la purification qui est là, puis qui explique aussi, un feuillet qui explique aussi comment on fait la purification de l'énergie négative, tout ce que ça peut apporter. Donc, c'est vraiment une boîte expérience que les gens vont pouvoir acheter puis vivre ces expériences-là à la maison, soit entre amis, en famille, entre amis peut-être moins, mais en famille. Donc, on veut vraiment servir de catalyseur pour amener un rapprochement envers les Premières Nations puis les gens du Québec. Donc, on peut changer. L'autre chose aussi, c'est chez Aquanature, on a dit notre slogan, ça va être prendre soin du corps et de l'esprit. Comme je disais tantôt, le logo que vous voyez en rond qui représente un peu l'attrapeur de rêve et la roue de médecine. Pour les Premières Nations, l'approche holistique est super importante, donc on prend soin. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans les données durant la pandémie, en lien avec le fait qu'il y avait beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de reconnexion. Les gens ont besoin de prendre soin de soi. Donc, Aquanature est en train de regarder un projet pour offrir aussi une façon de prendre soin de l'esprit par des ateliers, des retraites, des retraites là, de ressourcement à travers lesquelles les gens vont pouvoir prendre des périodes de repos, du recul, puis aussi par la méditation, le yoga, certains rituels des Premières Nations qui vont être promus à travers ça aussi. Donc, pour nous, on a utilisé tout ce chambardement-là nous a servi à prendre chacune des opportunités, à s'en servir de façon créative et à aller plus loin dans notre réflexion, puis même dans la création de nos produits, ce qu'on n'aurait peut-être pas pensé faire il y a 1 an déjà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé d'innover et de s'adapter au changement. Justement, il y a une citation qui dit des personnes qui vont réussir à se sortir plus rapidement des situations comme on vit en ce moment, c'est celles qui s'adaptent le plus facilement au changement. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, de relever la tête, de rester positive, puis de voir les opportunités différemment. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mélanie Paul. Effectivement, on retient l'importance de prendre un pas de recul d'abord, de revenir à notre raison d'être, question de prendre soin de notre aqua, donc de notre environnement, ainsi que de notre propre personne, de notre santé physique et mentale. Alors, je vous présente maintenant notre dernière panéliste au sein du carrousel inspirationnel d'aujourd'hui, donc Madame Isabelle Foisy, présidente et directrice générale de Québec Innove. Alors, gestionnaire reconnue et primée, Madame Foisy, évidemment, est PDG de Québec Innove, comme je viens de le mentionner, l'organisme qui a le mandat d'accélérer l'innovation des entreprises au Québec. Donc, passionnée par le succès et évidemment la croissance des entrepreneurs, elle œuvre aussi au sein de plusieurs conseils d'administration. Alors, Madame Foisy, à vous la parole. Alors, bien, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je tiens à remercier évidemment le réseau des jeunes chambres de commerce du Québec pour cette invitation extraordinaire. Puis, quand j'écoute les panélistes qui ont passé avant moi, je peux pas faire autrement que de les remercier. Puis, je me trouve bien privilégiée de pouvoir être avec vous aujourd'hui.
parce que les sujets dont je vais vous parler, ça me passionne. On va parler avec vous d'innovation, d'entrepreneurs, de gouvernance, puis des liens aussi avec la transformation des entreprises. Alors, ce que j'ai le goût de faire, c'est que ça fait 25 ans que je travaille avec les entreprises, avec les PME dans toutes sortes d'organisations qui ont des cultures puis des valeurs différentes, puis qui ont eu un impact sur la gestionnaire que je suis, puis peut-être que les entrepreneurs puis les gestionnaires qui sont ici avec nous aujourd'hui, ben peut-être qu'il y aura certains repères pour vous dans toutes sortes de situations. On parle de pandémie, mais au quotidien, peut-être qu'il y a certains des éléments que je vous apporterai aujourd'hui qui pourront vous être utiles. Alors, j'ai travaillé 15 ans, moi, comme gestionnaire chez Bell, donc une grande entreprise où on nous forme sur toutes sortes de sujets, comme la diversité, l'inclusion, la santé mentale. Donc, des formations aussi sur comment être un bon leader. Donc, des occasions réelles de mettre en pratique ces apprentissages-là. Donc, c'est une école formidable, Bell, 40 000 employés, multi-sites, pas mal de moyens, tant au niveau financier que sur des ressources qui sont disponibles. Et donc, j'ai travaillé avec des employés, c'est sûr, des syndicats, des actionnaires. On parlait de hiérarchie tout au long, tantôt, pas mal de hiérarchie, de la pression de performance, de la structure. Mais ça aussi, c'est comme une ville, travailler chez Bell, donc il y avait plein de possibilités. Et c'est là vraiment que moi, j'ai débuté mon implication sur plusieurs conseils d'administration. Donc, bien évidemment, je me suis impliquée dans ma communauté, mais ça développe aussi notre capacité à influencer la stratégie des différentes organisations. Puis, on a un rôle aussi à se demander comment est-ce qu'on peut faire changer les choses, puis comment on peut parler aussi de sujets porteurs comme la diversité, les plans de relève, l'inclusion, l'innovation, la gestion des risques. La pandémie a été aussi un sujet sur lequel on a beaucoup parlé sur les différents conseils d'administration. Donc, on a un rôle à jouer quand on gère, puis quand on est sur un conseil. Après Bell, j'ai été 6 ans comme PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Et puis, dans ce cas-là, le réseau des chambres de commerce, vous comprendrez que c'est quelque chose que j'ai à cœur. Donc, d'être avec vous aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Puis, je suis également la première vice-présidente au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Et puis, je me sens en famille avec vous autres. Puis, quand j'étais à la Chambre de l'Est, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé des gens d'affaires, on était ambitieux, on a collaboré avec un milieu, puis on a fait grandir l'organisation et le territoire. Donc, avec des débuts modestes, donc on était 6 employés pour terminer à peu près une quinzaine d'employés quand j'ai quitté. Je pense qu'on a créé une vraie famille. C'est un OBNL avec un conseil d'administration de près de 29 membres sur le conseil. Donc, c'est sûr qu'on a eu des heures de plaisir, mais aussi des défis bien importants. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on carburait à faire reconnaître le territoire comme porteur, puis mettre l'Est de Montréal sur l'échiquier politique, environnemental et socio-économique du Québec. Puis ensuite de ça, j'ai été 2 ans dans un cabinet comptable comme associée responsable de la stratégie d'affaires. Donc, mon rêve de devenir moi-même entrepreneur était assouvi. C'est une entreprise d'à peu près 200 employés, une entreprise privée avec de nombreux associés, une organisation avec des valeurs de partage, de dépassement de soi. C'est une culture d'entreprise résolument axée sur les clients et sur la qualité du service. Alors, c'est dans ces années-là que j'ai reçu mon titre d'administrateur de société certifiée et mon titre d'ADMA. Donc, ça fait maintenant, comme on le disait tantôt, 3 ans que je suis PDG chez Québec Innove, à travailler directement avec des entrepreneurs, des chercheurs, le gouvernement, le secteur, tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation. Puis, je vous dirais que c'était un écosystème vraiment riche. Puis, ce qu'on veut faire, c'est mettre l'innovation à l'ordre du jour. Alors, on est une dizaine de personnes, un OBNL où on peut réellement faire changer les choses. Puis, cette organisation-là va se joindre dans les quelques prochaines semaines au nouveau Conseil de l'innovation qui vient d'être créé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est une transition qui se fait avec toute plein d'harmonie, mais comme une famille recomposée qui a toujours quelques inconnus, mais aussi plusieurs moments de découverte. Alors, pour moi, gérer le changement, c'est tout un art. Et le faire avec intention, avec ouverture et avec aussi de l'authenticité, pour moi, c'est ça les qualités d'un leader qui est transformationnel. Alors, je pense que moi, là, c'est un des dons que j'ai, c'est que je suis capable de travailler avec toutes sortes de gens. Puis j'ai développé ça parce que j'ai réussi au cours de ma carrière de m'entourer de mentors, de gens d'expérience, des gens de confiance. Puis l'autre chose que je sais, c'est que je connais mes forces puis je connais mes limites. Puis je pense que je suis capable de bâtir des équipes performantes et attachantes. Puis avec des gens engagés, généreux, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent puis qui aiment gagner et partager en équipe.
Alors, je me dis qu'au fond, bien se connaître, ça veut aussi dire de se respecter dans ce qu'on fait, dans la façon dont on fait les choses et que, comme leader, on a tous une obligation à faire bouger les mentalités, à ouvrir les esprits, puis à être le changement. Donc, la gouvernance est aussi au cœur de mes passions. On l'a dit tantôt, je siège sur plusieurs conseils d'administration. Je préside le conseil d'administration du Collège André Grasset. Je vous ai parlé de la Chambre de la Rive-Sud. Je suis aussi au conseil d'administration d'un organisme en santé mentale qui s'appelle maintenant Mon Relief. Puis j'en parlerai un peu tantôt. Puis je siège au conseil d'administration du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je coach aussi des étudiants au MBA ou HEC depuis 8 ans parce que pour moi, c'est pas juste de garder ça pour moi, ce que j'ai appris, cette magie-là que j'ai développée, mais c'est aussi que ce savoir-là, puis le savoir-faire et le savoir-être, ça se communique et c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec tout le monde. Alors, le message ici que je veux vous partager, c'est que mieux on se connaît, plus c'est facile de reconnaître les signaux quand on est en déséquilibre. Donc, posez-vous la question, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est important que le fit organisationnel, pour vous respecter en tant que personne, soit aussi là. Alors là, vous voyez la même slide depuis tantôt, là, mais j'irai pas en détail, vous avez eu la chance de le lire, mais ça, c'est mes valeurs à moi, mais je vous invite à vous à les écrire, vos valeurs à vous. Peut-être la seule chose sur laquelle je prendrais un moment, c'est de vous dire qu'on apprend aussi de ses erreurs parce que montrer nos vulnérabilités, ça veut aussi dire que c'est bien correct de pas être parfait. Tout ça m'a pris du temps à comprendre ça. Fait que moi, je vous invite à vraiment être correct avec ça, d'accepter vos limites, puis de vous dire qu'on est humain. Puis pour moi, je pense que ça nous rend authentiques, puis ça nous rend aussi très attachants d'être vulnérables, puis de faire ça pour vrai, puis d'être capable de transmettre ça avec vos équipes. Je pense que c'est un des éléments qui gagne. Alors maintenant que je vous ai parlé de façon plus personnelle de mon parcours, je voudrais prendre quelques instants pour vous parler du lien entre les entreprises et l'innovation à proprement dit. Donc, en pleine pandémie, en novembre dernier, Québec Innove, on a mené tout un grand sondage avec la firme Léger auprès de 700 dirigeants partout au Québec pour mesurer les moteurs et les freins de l'innovation. Donc, il y a des grands constats qui sont sortis de cette étude-là. La première chose, c'est qu'une PME sur 2 a indiqué avoir changé son modèle d'affaires dans la dernière année. Et ça, c'est pas rien. 1 sur 2 qui a changé son modèle d'affaires. Ça veut dire que des changements, là, pour vous, pour tout le monde, pour vos organisations, mais ça peut comporter du stress, ça peut avoir aussi des impacts sur nos gens. Ce que le sondage nous a démontré aussi, parfait, ça c'est la bonne diapo, c'est aussi que les PME sont gérées par un CA, investissent 2 fois plus que la moyenne en pourcentage de leur chiffre d'affaires en R&D. Puis 47% des entreprises gérées par un CA ou un comité de gestion, justement, là, ont des dirigeants qui sont nommés à l'innovation. Je vais aller plus rapidement, je vois le temps qui passe, puis je pense qu'il va falloir que j'aille. Fait que je vais aller sur la prochaine slide rapidement. Donc, pour moi, le lien, il est clair que plus on sait s'entourer, plus on a de chances de réussir. Donc, plus on se démarque, plus on va aller loin. Puis, plus on remarque que les entreprises s'entourent de gens compétents, plus elles sont capables d'innover, de voir plus loin. Puis, en fait, les plus petites entreprises innovent moins parce qu'ils disent qu'ils prennent pas le temps de s'entourer. Donc, ça affecte pas seulement leur innovation, mais aussi leur routine de vie. Alors moi, prochaine diapo. Pour moi, être innovant, c'est aussi être capable de s'adapter aux besoins de nos employés. Là, je vous ai parlé d'une slide où chez Québec Innove, ce qu'on a fait, on a fait plein de choses, mais une des choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est donné la capacité et la permission de se parler, de se dire les vraies choses, de s'amuser puis pas toujours de se prendre au sérieux. Je termine parce que pour moi, la santé mentale, elle est hyper importante. Il faut pas juste savoir prendre soin de nos entreprises, mais il faut aussi se prendre soin de nos entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, vous le savez, ils ont tendance à se dévouer corps et âme juste pour leur entreprise, mais il faut aussi que ces gens-là, qui sont des passionnés, qui sont des gens fonceurs, qui sont performants, ils s'en mettent beaucoup sur les épaules parce qu'ils veulent concrétiser leurs rêves, mais leur succès d'entreprise doit aussi faire partie de qui ils sont. Puis leur vie professionnelle et personnelle, souvent, ça se mélange ensemble. Puis le sondage, justement, qui a été mené par le groupement des chambres de commerce auprès de 300 entrepreneurs démontrait que 71,5% des répondants étaient en détresse psychologique élevée. J'ai aussi vu le sondage de la BDC qui vient juste d'être fait en novembre dernier, qui indiquait que 2/3 des propriétaires d'entreprises canadiennes se sentent déprimés au moins une fois par semaine. 40% sont stressés par la peur ou par la peur d'échouer. Toutefois, 64% des entrepreneurs nous disent que tout va bien puis que la situation est sous contrôle dans l'ensemble. Alors moi, ces données-là, elles sont parlantes, mais elles sont aussi inquiétantes. Ça nous démontre aussi qu'il faut s'arrêter
faut arrêter de se mettre la tête dans le sable puis parler de la réalité que vivent nos entrepreneurs. Faut trouver des solutions concrètes puis parler de santé mentale, ça devrait plus être tabou en 2021. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les entrepreneurs sont des gens d'affaires passionnés, fonceurs, mais sont aussi des gens qui sont vulnérables. Alors, moi, je vois la vulnérabilité puis la fragilité comme une force. Ça fait de bons gestionnaires parce qu'on reste sensible aux signaux. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, parlez à vos proches, travaillez votre résilience, puis n'hésitez pas à demander de l'aide. Puis il y a plein d'organismes qui sont là pour vous. Je vous ai parlé de Revive ou de Mon Relief, mais ils sont là pour vous. Puis vraiment, n'hésitez pas, il y a plein de gens autour de vous. Si vous voulez qu'on continue la discussion, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Trouvez-moi sur LinkedIn. Je vous mettrai en lien avec les gens sur Relief avec le plus grand des bonheurs. Mais restez pas seul là-dedans. Il y a vraiment des joueurs qui sont là pour vous aider. Puis plus vous demandez de l'aide, bien, plus vous allez être résilient, puis plus vous êtes en mesure d'être la meilleure version de vous-même. Alors voilà. Merci beaucoup. Je vous retourne ça. Alors, merci beaucoup Isabelle Foisy, un propos fort intéressant qui nous rappelle l'importance de respecter ses limites, de bien savoir s'entourer et demander de l'aide aux besoins, de ne pas hésiter de le faire. Donc, c'est tout pour ce carrousel d'inspiration. Malheureusement, nous n'aurons pas la chance d'avoir accès à des questions du public. Par contre, je pense que vous avez fait le plein d'inspiration via les propos fort inspirants de l'ensemble de nos panélistes. Alors, je vous invite à rejoindre la prochaine activité du Forum économique de la relève d'affaires, une entrevue avec René Tamiche sur l'identité numérique mise en place en Estonie. Alors, merci et bonne journée.